Audio Jungle. Je suis Angelo Folikwe, PFE 612. Décollage immédiat. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Alors, c'est la phase retour du côté de l'Allemagne après un mois de trêve. Alors, on va s'intéresser aux affiches. La première qui nous intéresse justement, c'est à partir de ce vendredi entre Mönchengladbach et Schalke 04. Roméo Yetor, c'est un choc pour démarrer. Oui, je pense que c'est une très belle affiche pour cette seconde partie du championnat. Nous savons que Mönchengladbach est deuxième et puis Schalke est quatrième. Donc la première place convoitée par Mönchengladbach. Il va falloir gagner ce match et je pense que pour l'instant, les deux équipes sont dans une très bonne dynamique. Si le Bayern peine à décoller, je crois que les autres clubs, pour l'instant, assurent. Et dans cette seconde phase, je crois que les défaites sont interdites pour les clubs qui veulent jouer l'Europe la saison prochaine. Et d'où le patron de Mönchengladbach disait, par exemple, le fait d'avoir fini champion d'automne, ça représente déjà un trophée pour eux. Effectivement, quand vous voyez qu'il aurait cru que le Borussia Mönchengladbach serait à ce niveau après quand même la phase allée de ce championnat de la Bundesliga. On sait d'habitude qui est le grand patron et qui se fait son nom là-bas à chaque fois. Mais là, on voit un Borussia Mönchengladbach. On ne parle pas du Borussia Dortmund, Pas non? du tout. Et donc, c'est une grande satisfaction, même s'ils ne finissent pas sur le podium. Je crois que déjà de finir champion de l'automne, c'est déjà une grande performance pour le Borussia Mönchengladbach. J'espère véritablement qu'au cours de ce duel-là, de ce choc qui va les opposer à Schalke 04, ils pourront quand même sortir leur épingle du jeu parce que c'est devenu trop redondant de toujours voir le Bayern de Munich. Vous n'aimez pas ça? Non. Mais c'est une question de force en présence, Oui, de c'est moyens. vrai. Félix le dit souvent, si vous êtes fort, il faut toujours le prouver. Mais Oui. là, il va falloir quand même un moment donné aussi que la hiérarchie soit bousculée. Et c'est ce que tente de faire aussi le Borussia Mönchengladbach. Mais à un moment donné, on sait que quand le lion va se réveiller, quand le patron va se réveiller, ça fera mal. Alors Félix, il y a aujourd'hui 5 points entre Mönchengladbach et puis la formation de Schalke. Visiblement, pour vous, il y a un favori. Un favori, je dirais, parce que je ne dirais pas qu'il y a forcément un favori, parce que vous savez, les deux équipes lors de leur dernière sortie sont revenues avec des matchs nuls. Et alors, cette fois-ci, ces deux équipes vont vouloir renouer avec la victoire pour la première fois de l'année 2020. Donc, ce sera un beau duel entre ces deux équipes. Mais moi, je trouve un peu chaque 0-4 un petit peu en avant, parce que Puisque c'est Schalke qui reçoit. à la maison. Et en plus, le Borussia Mönchengladbach, c'est une équipe à prendre aussi au sérieux, parce que depuis le début de la saison, tout ce que cette équipe a eu à apporter, vraiment il va falloir être vigilant avec cette équipe. Avec des joueurs comme Bril Mbolo, Patrick Herrmann, sans oublier Marcus Thuram. Alors, vous voulez vous mouiller là-dessus, Noël, avant de parler d'autres affiches? Se mouiller, non, parce que vous savez, il y a eu une trêve et durant la trêve, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous savez, il y a des joueurs qui n'arrivent pratiquement pas à comprendre qu'au cours de la trêve, il faut continuer par maintenir le rythme. Il y en a qui sont trop fêtards et il y a également des staffs qui ne comprennent pas qu'au cours de la trêve, il faut plus remobiliser les troupes. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, je pense que ça va se jouer et le Borussia Mönchengladbach, pour moi, a toujours la capacité. C'est vrai que ça va être à l'extérieur face à Schalke, mais je dis que ce club-là a toujours la capacité. Si on prend un peu la courbe avant la mi-saison, ça veut dire que ce club a toujours de l'ascendance. Maintenant, 5 points, ce n'est rien. Quand ils perdent à Schalke, ça veut dire que ça fait -3 et ça veut dire que chacun est en train de revenir. Donc je pense que ça va être une rencontre qui va être très très disputée. Maintenant, je ne peux me mouiller sur cette rencontre parce que vous savez, je viens de le dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais envoyez la pression à Schalke. Oui. J'envoie un peu de la pression à Schalke parce que c'est Schalke qui est derrière. C'est à Schalke de rattraper le Borussia Mönchengladbach. Mais je dis tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au cours de la trêve. On va revenir sur les autres championnats également. Donc, on attend de voir le visage que va présenter toutes ces deux formations-là sur la pelouse. On suivra également le déplacement du Borussia Dortmund du côté d'Augsbourg. Il faut se rappeler que
lors de la 17e dernière journée de la phase aller, Dortmund est parti à la trêve avec une défaite, 2-1. Vivement que Lucien Favre et ses hommes se ressaisissent. Il y a un joueur qui nous intéresse du côté de Dortmund, Roméo, c'est le Erling Haaland, le jeune joueur qu'on a découvert avec la Ligue européenne des champions, qui a rejoint Dortmund avec une bagatelle de 20 millions d'euros. Et a-t-il fait le bon choix pour lui, pour sa carrière? Je pense qu'il est jeune. Et quand on est jeune, il faut chercher les clubs dans lesquels on peut avoir de temps de jeu. Et il va en avoir forcément. Avec sa vivacité, sa jeunesse, je pense qu'il va apporter plus au Borussia Dortmund sur le plan offensif, surtout que le club est en Ligue des Champions. Donc il faut des joueurs finisseurs, des joueurs tueurs pour permettre au Borussia peut-être de convoiter également la première place en Bundesliga, parce que ça fait longtemps le Borussia Dortmund n'est plus champion d'Allemagne. Je pense qu'Haaland à Dortmund, c'est le meilleur choix possible à mon humble avis. S'il était mon petit frère, parce que je suis plus âgé que lui, j'allais quand même le conseiller de... C'est son réel âge. Je pense que c'est son réel âge. Même s'il a plus de cash en banque que moi, je suis plus âgé que lui. Il ne me dépasse pas sur les deux plans. Non, je dis tout simplement que c'est le meilleur choix, parce qu'il aura quand même du temps de jeu avec un Paco Alcacer qui ne se retrouve plus. Je pense que c'est le bon choix pour ce jeune joueur-là. Et quand on sait un peu qu'avec le Borussia Dortmund, c'est plus la jeunesse qui est propulsée. Exactement. Ça veut dire qu'il est là, il sera quand même à l'aise, il sera bien dans ce qu'il est en train de faire. Il n'aura pas assez de pression. Vous savez, quand on joue au Real, au Barça, à United ou à Liverpool, on a plus de pression. C'est la presse qui est derrière tout le temps. Son chien est mort, il a ceci, il a ça. C'est une pression énorme à gérer pour de jeunes joueurs de tel calendrier. Je pense qu'il a fait le bon choix. Il va se cacher dans son coin. Il va quand même essayer de prouver. Et quand il va essayer encore de prouver, il aura quand même cette capacité-là de mettre des buts. Vous allez voir que des grands clubs vont le sauter dessus. Et rappelez que Dortmund est spécialiste en la revente des jeunes joueurs à prix d'or. Donc, qui sait, on verra tout ça dans les années à venir. Là-dessus. Dans cette saison, on a un Paco Alcacer qui n'est pas au top de sa forme, qui se blesse en temps, et le Borussia est obligé de faire avec Marco Reus en pointe. Donc ce sera une très belle signature pour lui, parce qu'on sait que c'est un vrai avant-centre, un vrai renard de surface qui va apporter beaucoup à cette équipe de Borussia Dortmund. On va le suivre quand même ce week-end avec cette formation des jaunes et noirs. Autre match à suivre samedi, on aura FC Cologne face à Wolfsburg. Werder Bremen se déplace du côté de Fortuna Düsseldorf. Choc, on peut le dire, entre Hoffenheim et Eintracht Francfort. Mayence reçoit Fribourg. Union Berlin se rend à Leipzig chez le leader. Et puis dimanche, 2 rencontres à suivre. Hertha Berlin, Bayern Munich. Et puis Paderborn face au Bayer Leverkusen. Le frein concernant la Bundesliga. Et cette fois-ci, nous passons du côté de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro, maga la primera, gol. C'est la reprise en Outre-Pyrénées. Roméo Yetor, la première information, c'est que le Barça a changé d'entraîneur. Ce qui n'arrive pas très souvent chez les Barcelonais, changer un entraîneur en cours de saison ou en seconde phase de saison. Mais cette année, je pense que la crise au niveau des résultats a obligé les dirigeants du Football Club Barcelone à changer d'entraîneur. Et Valverde a cédé sa place à Quique Setién. D'aucuns disent que c'est un mauvais choix pour les Catalans, parce que cet entraîneur n'a pas prouvé sur le plan de coaching. C'est vrai qu'il est passé par le Betis Séville, c'était son dernier club qu'il a laissé en 2019. Mais c'est un entraîneur qui a une capacité énorme. Quand on jette un petit coup d'œil sur son palmarès, depuis qu'il était joueur, il a joué avec la sélection nationale espagnole. C'est vrai qu'il n'a pas marqué en tant que tel cette sélection, mais c'est un entraîneur de devoir. Étant milieu de terrain, il a apporté justement à tous les clubs dans lesquels il est passé, Santander, son club formateur. Il a joué également avec Atlético Madrid, et en tant qu'entraîneur, il avait coaché la Guinée équatoriale. C'était entre 2006 et 2007. Après, il a dirigé également Santander et puis Las Palmas avant de finir chez le Betis Séville.
c'est un adepte donc de Johan Cruyff, et vous connaissez bien Johan Cruyff. Quand on parle du football tiki-taka, la possession, attaque à outrance, c'est un entraîneur qui était à l'école donc de ce grand technicien de football. Et je pense qu'aujourd'hui, Kike Setien est arrivé comme, si on peut le dire, sauveur, ou bien celui qui va relancer le Football Club Barcelone. Et à son premier entraînement, il a dit qu'ils sont là pour gagner la Liga et la Ligue des Champions. Pour lui, la meilleure façon de jouer, c'est de posséder le ballon. Et on sait qu'au Football Club Barcelone, la possession du ballon est l'ADN de cette équipe. Roméo a peint le tableau. Noël, aujourd'hui, vous qui suivez cette équipe, vous qui suivez cette Liga-là, Valverde a-t-il, pour vous, à un moment donné, perdu la main dans cette équipe Blaugrana? Il dira oui, forcément. Non, Edouard. Il a dit non. Il s'est bien senti d'entrée d'émission. S'il te plaît. Hein? Et comment on dirait? Moi, je résume les problèmes de Valverde en 2 soirées, face à la Roma et face à Liverpool. Ok. Il y avait en pas Ligue des Champions. Oui, en Ligue des Champions. D'accord. Il n'y avait pas eu ce bonhomme-là capable de porter l'équipe quand Messi n'était pas dans ses beaux jours. Il devait réagir selon vous? Oui. Valverde devait réagir, mais à un moment donné, ce n'était pas à Valverde d'aller mettre les buts. Autant Valverde est coupable, autant les joueurs qui étaient sur la pelouse. Sa responsabilité, Noël. Oui, sa responsabilité, quand on prend un peu son licenciement, je pense qu'au dernier moment, il y avait la presse qui jasait. Et c'est horrible, c'est terrible de supporter de telles pressions. Avec Luis Enrique, c'est pratiquement la même chose. Avant son départ, plusieurs personnes le traitaient de têtu, il ne veut pas entendre les gens, il ne veut pas entendre les critiques. C'est-à-dire qu'il était dans une période où tout ce qu'il faisait était mal vu. Il y avait forcément un sauveur, 6 fois Ballon d'Or, Messi, mais ça ne suffit mais pas. il n'est pas Dieu. Donc, il faut tout simplement dire que le problème de Valverde, avant son limogeage, c'est qu'il n'avait plus cette capacité-là de manager l'équipe. Il était perdu. Avait-il les joueurs pour faire des résultats? Non, je pense, à mon humble avis, que Valverde avait quand même des joueurs qui pouvaient, s'il avait la patte, il avait sa main sur cette équipe, au dernier moment, il pouvait du moins essayer quand même de produire le jeu. Parce que ce qu'on voit, quand on ramène Kike Setien aujourd'hui, ce qu'on le demande le plus, c'est que quand les supporters viennent voir le FC Barcelone jouer, qu'ils sentent que le Barça joue. Avec Valverde, à un moment donné, il n'y avait plus ça. Et il n'y avait également pas de la victoire. Donc, au moins, faites-nous régaler en voyant les passes. Même si on perd, on sait qu'on a joué. Voilà. Mais on ne joue pas bien. On perd également. Donc, Valverde gagnait quand même. Alors, vous avez la parole par rapport à la venue de Kike Setien aujourd'hui. Pourquoi est-il venu selon vous? Oh, enfin, je dirais parce qu'on a voulu maintenant faire avec les bonnes choses. Finalement, on nous a débarrassés. Vous n'allez pas vite en besoin de la bonne chose. Non, oui. Noël, vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. Je dis bien les bonnes choses. Pourquoi je dis cela? On va écouter Edouard. Vous allez comprendre. Comment peut-on expliquer qu'un coach, oui, à chaque fois, des gens nous disent, des observateurs du football nous disent, pourquoi attaquer à chaque fois les coachs? Oui, on va attaquer les coachs. Vous êtes responsable d'une équipe, vous conduisez des hommes. Et maintenant, quand la baraque est en train de se noyer, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites sur le banc? Là, vous êtes muet, vous ne dites rien. Au moins, réagissez. Il a souvent l'habitude de mettre les 2 mains dans les poches. Alors, réagissez au moins à la manière Diego Simeone pour qu'on sente véritablement que vous ressentez votre équipe. Là, vous essayez de réveiller vos joueurs. Oui, des fois, oui, c'est vrai. Simeone, jusque-là, n'a pas encore gagné championnat. Des fois, les joueurs sont amorphes, des fois, les joueurs s'endorment, des fois, les joueurs sont découragés. Et c'est au coach, à un moment donné, de pouvoir les stimuler, de pouvoir les réveiller. Il a manqué de poigne. Oui, c'est ça, il a beaucoup manqué. Et à chaque fois que la presse lui fait le reproche, il ne réagit jamais. Parce que c'est un gars timide. Et de surcroît, les résultats arrivent en dents de scie. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour le Barça. Et là, c'est une bonne nouvelle, oui. Même si on devrait amener un coach de seconde zone, oui, le coach même Setien, il l'a dit, qu'à un moment donné, lui, il était dans son champ en train de cultiver, voilà. Avec les vaches. Et aujourd'hui, il se retrouve à diriger l'un des plus grands clubs du monde. Et il est tout simplement content. Même si on amenait un coach de seconde zone au Barça, oui, il fallait à un moment donné changer Valverde. Aujourd'hui, je crois que ça va donner un nouveau souffle. Ça va beaucoup booster le moral à ces joueurs-là de pouvoir remobiliser la troupe. On va terminer, avec vous, Félix. Ernesto Valverde, c'est un entraîneur qui a un caractère timide. D'accord. Il y a des entraîneurs qui bouillonnent au bord de la pelouse. Lui, il est timide. Nous savons tous que Ernesto Valverde
Valverde n'est pas réputé pour cette grande, comment je vais dire, pas une possession de balle ou un jeu varié. D'accord, un jeu direct. Comme ça se faisait au FC Barcelone. Oui. Déjà, on l'a bien suivi à l'Atlético Madrid que c'est un entraîneur qui aime jouer. À Bilbao. Bilbao. Atlético Vous Bilbao. n'allez pas prendre la place de Simeone. Non, à Pardon. l'Atlético Bilbao, que c'est un entraîneur qui aime jouer en béton avec un groupe homogène, Oui. qui ne laisse pas d'espace entre les lignes, mais qui arrive à faire du mal à l'adversaire sans avoir la balle. Donc, une fois que les dirigeants Blaugrana ont décidé de faire venir cet entraîneur, ce qui veut dire que eux-mêmes, ils se trompaient bien avant sa signature. Pourquoi est-ce que le FC Barcelone a été incapable de garder Luis Enrique et faire venir Valverde? Là, ça suscite une grosse interrogation. Nous savons tous que la meilleure saison de Neymar en Europe, c'était la saison 2015. C'était sous les ordres de Luis Enrique. Oui. Et avec Luis Enrique, il n'y avait pas de Messi dépendance. Voilà. C'est toute une équipe qui jouait en bloc, avec une MSN efficace. Avec Valverde, ça s'est trop vu. Oui, parce que c'est ce que les dirigeants voulaient. Parce que Luis Enrique voulait faire une équipe, le FC Barcelone, pas le FC Messi. Voilà. Avec. Il y avait toujours de la Messi dépendance. Hein. Mais pas à chaque vous allez fois. terminer sur vos propos. Mais pas à chaque fois. Mais avec Valverde, on voyait que seul Messi arrivait à faire la différence. Et ça n'était plus là. Oui, Neymar n'était plus là. Pourquoi est-ce que Neymar est parti? Oui. Parce qu'il sentait que l'entraîneur sous Il sentait l'argent. Il sentait l'argent. Non, Il sentait l'argent. pas seulement l'argent, mais Ne concluez pas à sa place, s'il vous plaît. que Terminez, Félix. l'entraîneur sous Terminez. il se sentait à l'aise, Oui. allait partir, et que la vision des dirigeants ne concorde pas avec les scènes. C'est pourquoi il a décidé de partir. Si aujourd'hui le Barça limoge Ernesto Valverde, moi je dirais que Ernesto Valverde a appris à cette équipe comment souffrir, parce que le FC Barcelone il n'aime pas souffrir. D'accord, donc il faut retenir quelque chose de bien quand Oui, même au moins, c'est avec ce le qu'il a passage laissé. de Valverde. Roméo Yetor, on va s'intéresser au match de la 20e journée du côté de la Liga espagnole avec vous. Alors, ça s'ouvre aujourd'hui, ce soir, avec une rencontre. Leganés reçoit Getafe. Demain samedi, nous aurons l'opposition Levante à Alaves, Real Madrid contre le Football Club Séville. Ouais, ça, c'est une affiche. Ah oui. Ça commence très bien pour le Real parce que le Real déjà, voilà, vainqueur de la Super Coupe d'Espagne, Exactement. a un plat de résistance. Hein, c'est plus une entrée. Real Valladolid est en déplacement chez Osasuna et reçoit Atlético Madrid. Dimanche, Mallorca face à Valence. Betis Séville joue contre la Real Sociedad. Villarreal s'oppose à Espanyol Barcelone. Athletic Bilbao contre le Celta Vigo. Et puis le FC Barcelone contre Grenade. Souvenez-vous. Ah ouais, Il y avait Grenade. deux grenades. Deux grenades. Donc, ça, les grenades sont tombées dans la maison catalane. Le premier défi de Quique Sétienne déjà, Ouais, c'est justement. qui va remplacer Luis Suarez blessé Oui, pour blessé. un mois. 4 mois. 4 mois. Voilà, 4 4 mois. c'est beaucoup. 4 mois. Et beaucoup pensent que il doit faire confiance donc au Français Antoine Griezmann. Oui. Alors, Antoine Griezmann à la pointe du FC Barcelone, peut-il réussir? Moi, en tout cas, Votre personnellement, avis? je dirais oui. Ok. Parce qu'avec Atlético Madrid, c'était son poste de prédilection. Oui. Mais au Barça, on n'arrive pas à voir combinaison. l'apport de Griezmann parce que le poste qu'il occupe Il est au centré. Barça actuellement ne lui permet pas justement Exactement. de donner le meilleur de lui. De lui. Et je crois que cette absence de Suarez devrait réveiller Griezmann. Le champion du monde. Le champion Il faut du monde. préciser. Ah ouais. Et peut-être Pendant 4 pourquoi ans. pas profiter également au jeune Ansu Fati qui est également on a connu avec cette équipe Blaugrana. Fini pour la Liga espagnole. Cette fois-ci, nous faisons un crochet du côté 2. Alza la testa Milinkovic. Tutto calcio Italia. Spacca la porta. Segna anche il Team Cup. Alors, premier sujet concernant le championnat italien, c'est le réveil de Cristiano Ronaldo. À l'heure où nous parlons, il est le 3e meilleur buteur du calcio avec 14 réalisations. Ah oui, c'est ça. À chaque fois qu'il sent que Lionel Andrés Messi est devant, il fait tout pour. Mais ils sont plus pouvoir- dans le même pays. Oui, hein. oui, je sais, parce que c'est pour lui. Il a déjà dit lorsqu'ils étaient La motivation aux cérémonies continue. des Best. Oui. Il a déjà dit qu'à eux seuls, ils ont remporté plus de 10 ballons d'or. Et donc là, c'est une source de motivation pour le monsieur qui n'est plus à
présenter, ça c'est sûr. Parce que vous l'avez vu, il était amorphe tout au long de la saison écoulée. Et là maintenant, il a senti le besoin de pouvoir revenir au meilleur de sa forme. Et vous connaissez Cristiano Ronaldo, quand il décide de faire quelque chose, il le fait. Et de quelle manière également il le fait. On se rappelle également de ce saut à plus de 2 mètres de la barre transversale où il mettait ce but magnifique qui a été tout simplement retentissant. Et donc là, un Cristiano Ronaldo qui arrive à ce niveau, attention à ceux qui sont devant, c'est un message assez fort. Le gars, le goléador, la machine à but est encore là et vivement qu'on puisse le retrouver au fur et à mesure des saisons. J'aimerais bien voir le duel Lukaku-Cristiano Ronaldo. En tout cas, ce sera pour bientôt, ne vous inquiétez pas, Nerazzurri et Bianconeri. Alors Félix, voilà, on voit cette équipe de la Juve aujourd'hui leader avec 2 petits points sur l'Inter Milan. La Juve qui va jouer face à Parme. Cette équipe par moment aussi, elle déjoue. Comment vous l'expliquez? De toutes les façons, en ce début de seconde moitié de ces deux championnats. Vous êtes dans un t-shirt de quoi? Des Kings, c'est ça? Cristiano Ronaldo? Non. Le lien a été bien fait. Oui, c'est ce que je vois là. Oui, la Juve aujourd'hui veut garder son hégémonie sur cette Liga italienne. Donc, sur cette Ligue italienne, il va falloir que il se réveille parce que on voit que maintenant, une fois que Cristiano Ronaldo qui arrive à empiler les buts, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui marchait avec Paulo Dybala. Entre les deux, il y a une certaine alchimie et une belle combinaison. Les deux aujourd'hui portent l'attaque de cette équipe. Donc moi, je ne vois pas le Parme les arrêter. Comment vous expliquez, Noël, que le fait que la Juve soit leader, mais la Juve n'a pas, par exemple, la meilleure attaque du championnat, elle revient à l'Atalanta Bergame? Et pourtant, du côté de la Juve, on a Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Paulo Dybala et tous les autres. Oui, ça s'explique par le fait que la Juve, à un moment donné au cours de cette saison, a eu à gagner difficilement ces rencontres. C'était à l'arraché, 1-0, 2-1. Parfois, c'était des pénaltys sifflés en fin de partie qui permettaient quand même à Cristiano d'en mettre. Donc, je dirais tout simplement que la Juve a quand même essayé, a traversé dur pour être à cette place. Parce qu'il vous souvient que l'Inter, à un moment donné, était leader. Donc, il était même à 7 points. Oui. L'Inter avait laissé certains points. Oui. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est l'Inter qui a un peu baissé son rythme parce que je me souviens de ce match nul tout récemment de l'Inter face à l'Atalanta. Oui, face à l'Atalanta Bergame. Or normalement l'Inter devrait avec Lautaro, Lukaku essayer quand même de scorer dans cette rencontre là. Ils avaient eu des opportunités, des occasions gâchées. Donc ça veut tout simplement dire que le rythme de l'Inter a baissé contrairement à la Juve qui est revenu avec Cristiano qui essaye quand même. C'est vrai qu'il a entendu le 6e avec donc il va falloir survoler. Qui dit je ferai tout pour y remporte son 6e ballon d'or. Oui, et ça c'est l'autre volet. J'en venais, vous savez, qu'on le veuille ou non, la Juve était champion en Italie bien avant l'arrivée de Cristiano Ronaldo. La saison écoulée, la Juve était d'ailleurs championne. Ça veut tout simplement dire que le gros défi, de toute façon, il n'y a jamais eu de c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. C'est la C1 le plus gros défi de cette Juve-là. Si la Juve arrive à gagner la Champions League, même si Cristiano fait un mauvais Euro, il serait forcément ballon d'or. Ça faut le dire. Donc, avec le travail qui a déjà été fait par Messi et Cristiano, dès qu'ils gagnent la Ligue des Champions, rarement de les voir ne pas être ballon d'or. Donc je dis tout simplement qu'aujourd'hui, le plus gros défi de cette Juve-là, ça va être plus la C1, mais attention également parce que l'Inter peut se réveiller avec un professeur Antonio Conte et ça peut ravir ce titre-là à la Juve au dernier moment. C'est possible. Vous voulez rebondir avant de parler d'autre chose? Le problème de cette Juve aussi, c'est que cette Juve ne joue pas encore à la manière de Sarri. D'accord. Mauricio Sarri, nous savons que c'est un entraîneur qui aime aussi jouer qui aime garder la balle et se faire plaisir sur le terrain, mais la Juve, c'est un style de jeu direct. Un système de jeu un peu direct qui joue en bloc. Donc, je ne sais pas si jusqu'à la fin de la saison, cela pourrait concorder avec les idées ou bien les idéologies de Maurice Sarri pour qu'on ait une Juve qui va marcher. C'est totalement. Surtout avec ce portier, c'est avec ce Cessli dans les buts. Ils arrêtent là. Là, ça va dépendre de l'Inter de Milan. On va parler du rival, si on peut le dire assez direct et plus franc, de cette équipe de la Juventus. C'est l'Inter Milan qui va jouer ce week-end face à Lecce. L'Inter
Conte doit corriger des choses pour rester dans le rythme de la Juve. Je pense que le rythme est un peu trop fort pour l'Inter. Ça fait plusieurs années que l'Inter n'était pas proche du titre. Oui. Et là, jouer sur 2 tableaux, disons 3 même, c'est un peu... Non, Ligue Europa, c'est une compétition. C'est une compétition. Mourinho l'a gagné. Un niveau un peu en dessous de On la dit que c'est un niveau un peu en dessous parce qu'il y a d'autres clubs de la Ligue des Champions qui sont reversés en Ligue Europa. L'Ajax, par exemple. Donc c'est une compétition à prendre au sérieux. José Mourinho est passé par là pour arriver en C1. Donc attention. Alors, je crois que cette équipe par moment est essoufflée parce que suivre le rythme de la Juve, c'est pas du tout évident. Heureusement que Lukaku arrive à marquer des buts assez importants pour sauver l'Inter de quelques situations. Je crois également que cette seconde phase va être aussi disputée entre les deux points seulement les séparent. Rien n'est encore perdu. Maintenant, il va falloir que l'Inter essaie de gagner certains matchs pour ne pas laisser filer la Juve, parce que le match nul de la 19e journée a coûté justement à l'Inter qui se retrouve maintenant deuxième et n'est pas trop collé donc à la Juventus de Turin, soit faire ce mano à mano jusqu'à à la fin de la saison. Mais je crois que c'est bien également pour la Serie A italienne. Ça fait plusieurs années, c'est la Juve, après ça fait 8. Rappelez-le qu'aujourd'hui que ce championnat est assez compétitif, de la première place jusqu'à la 4e. Il n'y a que 13 petits points où ça peut se fondre à tout moment. Rapidement pour l'International, je crois que ce sont des matchs pièges pour Antonio Conte. Il va falloir au niveau de la défense, je veux parler justement de l'ancien de l'Atlético de Madrid, Diego Godin, et de pouvoir trouver la symbiose, le partenariat avec son compère de la défense, de pouvoir appeler Simeone. Oui, là, parce que là ça ne marche pas. Vous voyez une défense qui est des fois apathique, qui commet des erreurs, des bévues qui coûtent véritablement des points à toute une équipe. Et là, je crois que en avant, ça marche bien. Au milieu de terrain, Brozovic et autres, les compères font déjà le travail. C'est au niveau de la défense que Antonio Conte doit revoir ses calculs. Beaucoup parler à ces joueurs parce que Lecce, attention, peut faire mal à l'Inter. Juste une phrase. Je pense que pour corriger ce déficit, l'Inter est en train de lorgner du côté de l'Angleterre. Ashley Young pour pouvoir... Et ne pas oublier... Généralement, l'Inter, c'est la résurrection. La résurrection d'abord. On attend de voir Olivier Giroud également. Juventus Inter Milan, ce sera le 1er mars 2020. On attend de voir ce qui va se passer. Vous avez parlé d'Ibrahimovic. On va parler du Milan AC, aujourd'hui 9e au classement. On a l'impression que Ibra est en train de retrouver petit à petit ses bonnes sensations de buteur, puisqu'il a déjà commencé à marquer avec les Rossoneri. Je crois que c'est un joueur à caractère. Et quand vous avez un tel joueur dans votre équipe, ça vous soulage. C'est un bagarreur, quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui aime relever des défis. Il a dit à Cristiano Ronaldo qu'il est là. Donc je pense que cette petite rivalité entre Cristiano et Ibra va redonner plus de piment à cette Serie A italienne, parce que Ibrahimovic, souvenez-vous, dit qu'à chaque année, lui, c'est lui ballon d'or. Voilà, c'est lui ballon d'or. Et justement, derrière Messi. Et justement, il a aussi dit en conférence de presse avant son premier match que ce dont il a besoin, c'est de l'adrénaline. Voilà, il a besoin de ça. Il a besoin pas forcément de l'aspect pécunier de la chose, mais de ces supporters là qui vont le booster, qui vont lui donner beaucoup plus un coup au moral. Et là maintenant, vous voyez Ibrahimovic hors Serie A italienne qui envoie toujours des pics à Cristiano Ronaldo. Et là, il vient d'arriver, Cristiano Ronaldo qui fait un triplé. Et donc là, pour moi, Roméo l'a dit, ça donnera beaucoup plus de piment à cette Serie A italienne. Vous l'avez vu à l'entraînement, la photo a circulé sur les réseaux sociaux avec son contrôle de la poitrine où papa Ibrahimovic est encore présent. Non, mais c'est un travail. Ce que j'apprécie, c'est Ibrahimovic. C'est deux mots. Rapidement. C'est de la joie, c'est du respect. C'est un respect qui est
obligé. Quand vous voyez Ibrahimovic en face, vous le respectez. D'accord. Voilà qui est dit. Samedi, on aura 3 matchs. Lazio, Rome, Sampdoria de Gênes. Torino se déplace Sassuolo. La Fiorentina est au révélateur de Napoli, toujours samedi. Dimanche, le gros des matchs, on aura Milan, c'est Udinese, avec peut-être pourquoi pas un but de Zlatan ou peut-être un doublé de Sa Majesté Zlatan Ibrahimovic. Lecce reçoit l'Inter Milan. Bologne sera face au Hellas Vérone. Brescia Cagliari. Genoa AS Roma, et puis la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo va s'opposer à la formation de Parme. Et puis lundi, on aura en clôture Atalanta Bergame, Spal Ferrara. On va juste rappeler le classement des meilleurs buteurs du côté de la Serie A italienne. 20 buts pour Ciro Immobile de la Lazio Rome, 14 pour le duo. On a presque oublié. Hein. Lukaku et Cristiano Ronaldo. Mario Balotelli. Ah oui. Il faut aller le chercher très très loin. Un but l'autre fois. Il a ouvert son compteur. Mais ils ont perdu. Voilà qui est dit en ce qui concerne la Serie A italienne. Et cette fois-ci, direction le pays où le drapeau il est bleu, blanc, rouge. Monaco le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien. 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Pas de Ligue 1 ce week-end, place à la Coupe de France, voilà, la Coupe nationale où vous voyez des équipes régionales de CFA 1, de CFA 2, voilà, brûler la politesse au gros, notamment la belle qualification de Pau. Voilà, Pau, avec PAU, voilà, face à Bordeaux. À ne pas confondre avec d'autres Pau. Voilà, face à Bordeaux, 3-2. Ah oui, c'est magnifique parce que quand on voit la joie de ces pensionnaires de cette formation paloise, mon cher Félix, c'est intéressant quand on joue au football et on gagne face au gros. Hein. Oui, c'est intéressant. Déjà, une fois que lors des tirages au sort, ces gens d'équipes rencontrent des équipes de Ligue 1, de haut standing. Même s'ils savent que c'est une possibilité de repartir avec 4 ou 5 buts en poche, oui, ils sont contents. Ils ont l'occasion de signer avec des autographes. Ils sursautent parce qu'ils vont rencontrer des joueurs qu'ils suivent, qu'ils voient à chaque fois à la télévision des stars. Oui. Oui. Et maintenant, voilà que ça a toujours été, on a toujours ces surprises désagréables en Coupe de France, surtout lorsque on intègre des équipes de CFA de division reculée. Roméo Yétor, est-ce que les grands clubs doivent prendre au sérieux la Coupe de France ou bon, c'est une compétition de trop? Oh, non, ben je pense que ça permet à ces clubs-là aussi de gagner un trophée. Parce que le championnat gagné d'avance par le Paris Saint-Germain, donc c'est peut-être la seule occasion pour ces clubs qui n'ont pas la chance d'être sur la plus haute marche du podium à la fin de la saison, de gagner ne serait-ce qu'un trophée avant la fin de l'année. Et quand on voit ces petits clubs-là surprendre les gros, entre parenthèses, je me dis que oui, c'est une compétition qui révèle certains joueurs et ça permet également aux gros clubs de pouvoir puiser dans ces petits clubs, des clubs de national pour étoffer leur effectif. Et c'est bien pour cette équipe de Pau. Oui. On disait que cette équipe n'a pas joué avec son équipe type. Oui, justement. Bien après que l'équipe n'a pas joué avec son effectif type. Depuis 98. Voilà. D'accord, donc ça veut dire tout simplement. Vous imaginez, c'est loin. Hein. C'est un exploit. C'est un exploit voilà. retentissant d'ailleurs. Ce que moi j'ai plus aimé, c'est quand même que les 3 buts de cette formation-là venaient des joueurs d'origine africaine. Donc je pense que ça veut dire qu'on a quand même de la matière. C'est vrai que c'est difficile d'être au haut niveau, mais au moins au niveau inférieur, l'Afrique a quand même de la matière. Ça veut dire que si on travaille plus avec ces jeunes-là, on peut quand même avoir quand même des joueurs qui sont capables de représenter valablement ce continent-là. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui des Mané, des Salah et tout. Le seul problème, c'est le fait de bien s'entourer pour pouvoir évoluer. Je pense que c'est le vrai problème de ces jeunes joueurs-là. Ils sont nombreux aujourd'hui. On se rappelle d'une médaille gagnée par Koutop Claude. Si en Coupe de France. En Coupe de France. Voilà, ça lui a fait du bien. Même s'ils ont perdu à la fin. C'était une bagatelle somme. Vous imaginez une médaille dans la chambre, dans le salon pour les années à venir. Vous en parlez avec votre enfant. Discuter avec le président de la République. C'est magnifique. Qui vous passe des médailles au cou là. Ça ferait vraiment n'est-ce pas, mon cher Félix? Il en rêve, regardez, il a les
Alors, d'autres affiches des 16e de finale, à partir de vendredi, samedi et dimanche, on aura US Grand-Viège face à la formation de l'Olympique de Marseille, Nice Red Star, Gonfreville, excusez un peu les noms, hein, Gonfreville face à Lille, Lens Saint-Etienne joue face à Paris FC, Nantes Olympique Lyonnais, ça c'est un match de Ligue 1 française. Lorient joue face à Marseille ou bien quoi. L'année dernière, c'était une équipe grande ville ou bien contre à l'OM. Lorient Paris Saint-Germain et puis Saint-Prive Saint-Hilaire, voilà, c'est le nom d'un club, face à l'AS Monaco. Voilà qui est dit. Comme quoi, il n'y a pas seulement Quentin au Togo. Sacré Noël. Intéressant. Voilà qui est dit en ce qui concerne la compétition nationale en France. On va faire désormais un petit frein et cette fois-ci, nous prenons la direction de l'autre manche. English Premier League News. Alors, on va faire un petit face-à-face entre Noël de Souza et puis Edou Agbetou. Noël, quand je vous dis Manchester United, citez-nous deux grands joueurs qui vous viennent tout de suite à l'esprit. Côté United, deux grands joueurs, anciens joueurs, 80, 90, 2000. Quand on parle de Man U, tout de suite, hein, je parle j'ai la tête à Ruud Van Nistelrooy. Okay. Également David Beckham. D'accord. J'aime bien les deux là. Et vous, Edou, côté Liverpool? Je vais parler d'Eric Cantona. Côté Liverpool, s'il vous plaît. Liverpool. Côté Liverpool. Oh là là. Voilà. Côté Liverpool, deux grands anciens joueurs. D'accord, Steven Gerrard, sans D'accord. oublier... comment il s'appelle le français là qui fait... Toi, si tu réfléchis. Non, je ne réfléchis pas. Non, laissez-lui le temps. Je ne réfléchis pas. Deux grands anciens joueurs de Liverpool. Oui. Steven Gerrard. J'ai parlé de Steven Gerrard. Oui. Je ne vais pas oublier... comment Oui. J'ai oublié le nom. Ah oui. Skratel, voilà. Un trou de mémoire. Skratel, voilà. Skratel, le défenseur. La tête rasée. Voilà. Ok, de toutes les façons, J'y arrive finalement. Roméo, il y aura un gros match entre Liverpool qui reçoit Manchester United. Ouais. La seule formation à tenir tête à Liverpool cette saison, c'est United, un but partout. Rashford qui a marqué en premier et puis voilà quoi, il y a une égalisation à la 86e minute. Vous voyez encore un match fermé où Liverpool est assez dominateur. C'est un match indécis. Je dis indécis parce que quand on suit les derniers résultats des deux clubs, Manchester United est dans une forme éblouissante. Oui. Cette victoire de 4-0 avec un doublé de Rashford, l'équipe est en pleine confiance. Et là, ça va être un match assez intéressant. Maintenant, quand on voit Liverpool souffre mais ne perd jamais. Donc, c'est un match compliqué pour les deux équipes. Surtout qu'à l'aller, ça fait match nul. Liverpool doit vouloir soigner ses statistiques, gagner ce match à domicile pour le plaisir de ses fans, pour confirmer justement son envie d'être champion cette année en Angleterre. Un match fermé, je dirais non, ouvert plutôt, parce que United va vouloir gagner, Manchester va vouloir gagner. Et quand on voit les dernières sorties donc, de Liverpool, Jürgen Klopp a mieux fait de faire reposer Mané, Salah, ne serait-ce que 5 à 6 minutes sur certains matchs. C'est bien pour ces deux joueurs-là. Ils seront un peu plus frais que les autres, Rashford, Martial et les autres. Je crois que le match ne sera pas fermé, mais plutôt ouvert. Rashford qui est blessé, il est incertain pour ce gros choc. Félix Walla, c'est un handicap pour United. Très grand handicap. Ça va montrer encore une fois combien de fois Man United va souffrir devant. Il y a Lingard. Oui, il y a Lingard qui ne marque plus depuis 2 ans. Deux ans. Liverpool va gagner ce match. Oui, Angelo, vous savez, lorsque le Real de Madrid, le Bayern Munich, la Juventus de Turin se baladaient dans leur championnat et il y a des équipes anglaises qui se battaient entre eux à chaque fois. Les gens disent que oui, c'est très facile de l'autre côté. Oui. Moi, je le dis à chaque fois parce qu'il n'y avait pas une équipe qui sortait du lot. Il n'y avait pas une grande équipe, une grande équipe qui était vraiment loin des autres. C'est pourquoi le dernier battait les premiers. Aujourd'hui, la saison dernière, Manchester City a prouvé que c'est une équipe qui joue sur un autre terrain avec Liverpool et les deux ont joué leur championnat jusqu'à finir 98 et 97 avec 98 et 97 points. Cette saison, Man City a connu quelques problèmes défensifs et Liverpool continue pas à assurer son rang. Donc moi je dis aujourd'hui, à l'heure où nous parlons,
Liverpool n'a pas d'adversaire. Avec Manchester United, c'était sur quelques erreurs, ils ont accroché le seul match nul de la saison en championnat, un but partout. Après les autres, c'est balade. Donc cette fois-ci, avec Manchester United qui a une bonne défense, mais qui ne se comprennent toujours pas, et avec à l'attaque seul Marcus et Rashford qui arrivaient à porter cette équipe, même si Anthony Martial depuis son retour arrivait à apporter un plus, il n'y aura pas match, en moins que Liverpool ne veut pas faire trop de mal à Manchester United. Je dis Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. À un moment donné, on va vous la donner. À moins que Liverpool ne veut pas trop faire beaucoup de mal à Manchester United, il pourrait repartir avec un ou deux buts d'écart. Alors, et d'où cette confrontation vous dit quoi en 2 mots? En réalité, je voulais parler de Simana Pongol et puis El Hadjif. D'accord. Voilà. Je vous ai battu. Vous l'avez corrigé. Non, ce sera un match assez fou. Oui, je dis un match assez fou parce que nous aurons une belle opposition. Il y a une défense qui est là bien en place avec Harry Maguire qui va essayer de stabiliser cette défense. Un bon capitaine. Je me demande pourquoi il a le brassard. On va me dire qu'il est anglais. Oui, c'est bon. Et là, en face, il y aura le MSF également, Médecins Sans Frontières si vous voulez. Mané, Salah, Firmino qui n'est plus à présenter. En face également, Virgil van Dijk qui va essayer de contenir les assauts d'un certain Lingard. Forcément qu'on va aligner aussi dans ce match. C'est pas une évidence. Je dis forcément, mais Daniel James ou Greenwood. Ces jeunes sont en forme. Greenwood en titulaire dans ce match, je le vois le faire noyer rapidement. Je préfère qu'on puisse le faire rentrer en cours de jeu. Ce serait mieux pour le jeune. Trop frais. Ah ouais, c'est trop frais là. Et face, voilà, Greenwood justement. Et là, vous voyez également un Marcus Rashford qui ne sera pas de la partie. Oui. Anthony Martial aura maintenant la lourde responsabilité de porter l'attaque des Red Devils. Extrêmement difficile quand on sait qu'il y a un certain Virgil van Dijk, quand on sait qu'il y a un certain Trent Alexander-Arnold. On ne va pas oublier Robertson également et un tacticien qui est de l'autre côté, qui a une longueur d'avance sur l'autre de Manchester United. Je veux parler de Klopp, Jürgen Klopp également. Et donc là, c'est un match où il y aura beaucoup plus l'attention sur l'aire de jeu et en dehors, parce qu'on aura à voir l'homme à la casquette et aux lunettes, et sans oublier l'autre également, le baby coach qui sera là. Et pour moi, une belle affiche, avantage, que vous le veuillez ou non, au reste de Liverpool. On rappelle qu'au niveau du palmarès, United a 20 titres, 18 pour Liverpool. Le dernier des Reds remonte à 1990. Et puis 5 Ligues des Champions pour Liverpool, 3 pour Manchester United, 2 clubs rivaux dans ce Derby of England. 30 secondes. Contrairement à mon ami Félix qui dit, je ne vais pas dire qu'il m'a, mais qui nous dit que Liverpool a eu à balader les gens à recto verso. Je rappelle à Félix qu'il y a eu des matchs à couteau tiré dans ce championnat-là. Liverpool gagnait avec, je ne sais pas, le VAR ou la VAR. Il y avait eu des... C'est-à-dire, est-ce qu'il gagne ou pas? Tous les dieux étaient pour Liverpool. Sur certaines rencontres. Donc, qu'on arrête de nous qu'on arrête de nous dire que Liverpool, c'est de la balade à la catalane entre-temps. Donc, il faut quand même... Il a balayé. Et là, il faut quand même reconnaître. Liverpool est sur 21. Ah oui, mais ça n'a pas été aussi facile que Félix était en train de le dire. Maintenant, sur cette rencontre, écoutez, maintenant, sur cette rencontre, vous savez, respectez les avis des autres. Je respecte son avis, sauf que je donne le bien. On dit, c'est nous, le jour où le malheur vous arrive, vous prenez toutes les dispositions, mais ça arrive toujours. Donc je dis que dans cette rencontre, tout peut arriver. Il faut qu'on arrête de croire que Liverpool... C'est comme le Real Madrid en tout temps. Balater, et nous parlons d'autres matchs de cette 3e journée. Watford reçoit Tottenham. Manchester City accueille la formation de Crystal Palace. Duel entre Arsenal de Mikel Arteta. Arsenal qui sera privé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est coupé de 3 matchs de suspension avec ce tacle. Voilà quoi. C'est quand même de sa carrière. C'est ça montre combien de fois le joueur souffre avec Arsenal. Hein. Ah oui. Ah bon? Oui. On va pas exagérer. Il souffre comment? Il souffre, mais il casse le pied des gens. Contre Sheffield United, West Ham joue face à Everton. Aston Villa est à Brighton. On suivra également le duel Southampton-Wolverhampton. Norwich City face à Bournemouth. Chelsea se rend du côté de St James Park pour y défier le bon et le moins bon. Newcastle United. Et puis dimanche, 2 rencontres, Burnley-Leicester. Et puis Liverpool-Manchester United à suivre à partir de 16h30, temps universel. Philippe, pour la Première Ligue, cette fois-ci,
un débat sans langue de bois. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Alors, nous sommes dans Plateau Foot Europe. Merci de nous faire encore une fois honneur de nous suivre partout où vous vous retrouvez, dans vos bureaux, en taxi ou partout. Alors, on va s'intéresser justement à cette embrouille qui commence déjà du côté de l'Olympique de Marseille entre Jacques-Henri Hérault, Roméo et puis, pas Roméo, Jacques-Henri Hérault et André Villas-Boas. Je serais étonné. Parce que notre Roméo ne cherche pas problème. Je serais étonné. Roméo n'aime pas les problèmes. Non, Roméo qu'il soit à cette place pour. On m'annonce à Marseille là. Problème ou pas? Alors Roméo, c'est cette sortie d'André Villas-Boas sur un possible départ de Zubizarreta, le directeur sportif, quand on sait que les deux hommes sont très très liés. Alors comment vous comprenez la sortie médiatique du coach portugais du club phocéen? Je dirais que il est peut-être dépité par la situation. Il a dit clairement que chacun a son rôle. Lui, il s'occupe des joueurs sur le terrain, du résultat. Et la direction doit avoir du côté donc, des transferts et autres, parce que tout est parti de là. Oui. Il va falloir que Marseille vende certains gros. Or, le coach a besoin de ces joueurs-là pour sa saison. Et ça fait plusieurs années que Marseille n'est plus stable en Ligue 1. Avec André Villas-Boas, on a vu que cette équipe en 6 mois s'est stabilisée avec des performances incroyables. Oui. Et au moment où Marseille est en bonne santé, c'est en ce moment que naît ce problème extra-sportif, si on peut le dire, parce que ça ne concerne pas directement le résultat donc, de Marseille sur le terrain, mais c'est concernant la vente de certains joueurs, les transferts, si je veux m'exprimer ici. Alors, vous savez que sur le marché de transfert, il y a également ce système de fair play financier. Oui. Ce que vous gagnez, ce que vous dépensez. Il faut faire la somme de tout ça là pour pouvoir faire certaines dépenses. Or, Marseille n'est pas en bonne santé sur le plan financier. Et Marseille ne peut pas se permettre de faire certains transferts, certaines dépenses. Or, ce que la direction voulait faire. Oui. Et le coach n'est pas du tout d'accord. En des termes voilés, il a dit au président qu'il n'est pas d'accord. Et déjà, il y a des menaces de mort concernant le président et l'entraîneur également qui dit qu'il va démissionner. Alors, messieurs, sincèrement, on a l'impression que par moment, il y a un manque de respect entre le directeur général, le directeur sportif et l'entraîneur. Alors, Noël, comment ça s'explique? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de jeter à la poubelle tout ce que Villas-Boas est en train de faire? Oui, ça c'est un peu de la pagaille ce que fait le directeur de Marseille, parce que quand on suit un peu la direction avec tout ce que toutes les explications de Roméo tout à l'heure, c'est normal, avec le fair play financier, on doit vendre tout ça, les sorties, les entrées, mais de tout compte fait, quelle est la manière, c'est ça qui dégoûte. Ça vous dérange? Oui, ça me dérange, parce que le Villas-Boas est arrivé grâce à Zubizarreta. Zubizarreta, c'est grâce à lui, c'est parce qu'il était là, c'est parce que ça marchait bien entre Villas-Boas et Zubizarreta que Villas-Boas a débarqué à Marseille. Qu'on le veut ou non, ils doivent, les premiers responsables de ce club-là doivent le succès ou la stabilité de l'OM aujourd'hui à Villas-Boas, ça veut dire à Zubizarreta. Maintenant que le président prenne une décision, recrute d'ailleurs quelqu'un qui aura la charge de la vente des joueurs, la vente des joueurs de Marseille vers les clubs anglais. On n'informe pas Zubizarreta lui-même. Il paraît que c'est le 30 décembre qu'il a été informé. Et c'est à Zubizarreta de revenir au coach. Vous voyez un peu cette pagaille-là. On a comme l'impression que le calme ou la stabilité qu'il y a au club... ça les dérange. Ça dérange. Il n'aime pas les bonnes choses. Oui, il n'aime pas les bonnes choses. Donc, je
je dis tout simplement que cette sortie de Villas-Boas, à mon avis, c'est très clémentaire parce que vous voyez que c'est à la veille d'une rencontre face à Grande Ville. Exactement. Qu'il fait cette sortie. Il pouvait choisir une rencontre de Ligue 1 et faire cette sortie. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Les dégâts collatéraux. Tout compte fait, je comprends un peu Villas-Boas. Il est là, il veut se relancer. Il veut, heureusement, Dieu merci que les choses sont en train de marcher pour lui comme sur des roulettes à Marseille. Ça veut dire que peut-être en fin de saison, il peut libérer le plancher et tant mieux pour les supporters marseillais. Et je reprends ces dernières phrases. À quoi doit-on s'attendre dans et les jours et je reprends rapidement ces dernières phrases pour dire tout simplement que ce ne sont pas les propositions qui manquent à Villas-Boas. Il en a tellement, énormément, que ce soit en Argentine, au Portugal. Lui-même, il a dit qu'il voudrait bien être président du FC Porto un de ces jours. Et donc là, vous comprenez à juste titre que le monsieur n'est pas venu juste pour plaider sa place ou bien quémander sa place. Il est venu pour faire un travail énormissime, s'il vous plaît. Longtemps, nous avions vu Marseille à ce niveau. Longtemps, nous avions vu l'Olympique de Marseille. Il est faussien également sur les plateformes WhatsApp et tout, les réseaux sociaux, nous mettre à la figure à chaque fois qu'ils sont là, encore une nouvelle fois. Et donc, vice-champion d'automne. Ah oui, vice-champion d'automne. Et sans oublier également qu'ils sont la seule étoile française en Europe. Et donc là, vous comprenez à juste titre que Villas-Boas a tous les droits. Je dis bien tous les droits. S'il quitte Marseille aujourd'hui, moi, je serai à sa place que je vais quitter rapidement. Je quitte Marseille. Je donne maintenant peut-être une sorte de crise au sein de mon club. Et puis, voilà, je m'en vais et je commence par pister les meilleurs là dont j'ai besoin pour faire la saison. Comment comprendre que des dirigeants qui savent véritablement que leur Champions Project a eu un échec la saison dernière et que ça a révolté les supporters qui se remettent encore à faire ceci à quelques pas du titre ou bien à quelques pas de jouer l'Europe la saison prochaine. C'est tout simplement incompréhensible et on se pose la question pourquoi c'est le Paris Saint-Germain à chaque fois. Est-ce que c'est aujourd'hui le propriétaire de Marseille, Franck Marcourt, qui aurait peut-être mis la pression sur son directeur général et après on a une suite? Oui, parce que lui, c'est un businessman. Oui, c'est une possibilité parce que eux, au finish, ce sont des hommes d'affaires. Hein. Oui. Ce sont des hommes d'affaires. Ils sont là pour se faire du magot. De l'argent. Ils sont là pour se faire de l'argent. Parce que si nous savons que la dernière fois où l'OM s'est bien senti en Ligue 1, c'était sous l'entraîneur glacial. Comment on l'appelle? El Loco. Voilà. Bielsa où ils étaient. Qui a vite parti aussi. Oui, mais c'était une meilleure saison. La dernière qu'ils ont eu à faire. Ils avaient fini champion d'automne et vice-champion troisième en Ligue 1. Donc aujourd'hui, il y a avec Villas-Boas, il y a eu une certaine stabilité. L'équipe des joueurs se sont réveillés comme Jordan Amavi et autres. Donc il va falloir garder ces joueurs-là parce que Dimitri Payet, même il faisait 120. Il faisait 120. C'est un élément important de son équipe. Donc il va falloir que il y a aussi un problème, c'est qu'une fois que le directeur technique et l'entraîneur ne sont pas en bon terme, ça crée aussi ces genres de problèmes. En tout cas, vivement qu'il y ait de la calmie du côté de la Canebière. On va suivre les actualités de cette formation olympienne très très appréciée sur le continent. Alors, on termine l'émission comme ça. La saison est encore longue. Vous voulez saluer quelques personnes rapidement avant de boucler, Edou? Oui, je veux dire bonjour à Frario, le joueur de l'Entente de Lomé. D'accord. Il est à l'écoute, sans oublier tout le monde. Je veux parler également du président de la V2M, Arafat. Ils sont tout le temps scotchés. Julien, Everest Navas, voilà. Sans oublier Julien Wolfi également et toute la plateforme PFE. Merci à vous. Noël. Oui, je vais saluer tous ceux qui connaissent Noël de Souza. Un soutien dans l'ombre qui n'aime pas souvent que je parle de lui, mais je le salue depuis l'ombre. Il a compris. Félix Walla. Je n'ai pas l'habitude de citer des personnes, mais aujourd'hui, je fais un coucou à Rodé qui nous écoute, qui vous envoie un coucou également. Merci. Qui est un grand fan de vous. Et à Gilbert Le Tailleur, tous ceux qui ont reconnu la voix de Félix Walla. Félix Walla, de chronique. La star. Foot. Roméo Yetor. L'artiste de la chanson. Salut à tous. Et ceux qui souhaiteraient avoir l'émission en Facebook Live, ça va se faire. Ah oui. Parce que voilà quoi, on s'y prépare. Ne vous inquiétez pas. Voilà, il y a des experts pour ça. Merci Roméo. Merci Angelo. Mille merci Edou. À moi. Félix Walla. Merci beaucoup. Mon cher Noël de Souza. Merci a gueulé durant l'émission. Merci. Le duo de la technique, c'est Elom Adovon et puis Anaspé. Mille merci à vous. On se souhaite un bon week-end sportif. Restez sur Sport FM, la radio qui moule le maillot. À très bientôt. Ciao, ciao.